Bonjour à tous, je suis Sylvain Sévenot, donc directeur commercial de FAST et je suis ravi de vous accueillir avec Georges Moïse pour vous présenter euh, notre parapheur électronique, les fonctionnalités, les usages. Georges est responsable marketing produit chez FAST et c'est un peu le monsieur parapheur. Donc, le monsieur parapheur à la fois sur le plan technique, parce que il faut fournir une solution qui permette d'honorer les engagements d'accès au service, les engagements de qualité de service, réglementaire, c'est aussi monsieur réglementaire, parce qu'on travaille aussi sur des flux qui sont normés. Et puis, le plus important à mon goût, mais tout est important, c'est les usages et être en capacité de proposer un parapheur qui réponde aux différents usages en fonction des différents métiers que vous abordez dans vos structures. Donc, alors, il faut que je gagne un petit peu de temps parce qu'on a beaucoup d'inscrits et puis il faut laisser un petit peu le temps des gens de s'inscrire. Donc, vous avez sur la droite, en haut à droite, un chat participant qui vous permettra de poser toutes les questions que vous souhaitez. Et en fin de session, avec Georges, on y répondra. Alors, on va peut-être pas répondre à toutes vos questions. Par contre, l'usage, c'est de vous envoyer quelques jours après le webinaire l'ensemble des questions posées et les réponses. Vous aurez également, vous recevrez de la part de la plateforme Webekeo un lien qui vous permettra de retrouver, de revisualiser notre webinaire et éventuellement de le partager en interne si vous le souhaitez. Voilà. Donc, je vous propose de commencer. Donc, vous êtes aujourd'hui, donc on s'adresse à l'ensemble de notre communauté, donc nos clients utilisateurs FAST, mais pas forcément tous utilisateurs de FAST Parapheur. Et donc, je voulais rappeler un petit peu ce qu'était un parapheur. Donc, aujourd'hui, c'est un service qui permet d'accéder à un workflow. Le workflow, c'est un circuit de validation et de signature. Donc, en amont de la signature, en fait, on va reproduire les usages que vous avez dans vos organisations. Et donc, le parapheur va permettre soit pour un agent de déposer dans un circuit déjà préétabli, et on va également proposer aux agents un circuit à la volée, donc à l'usage, pour qu'il y ait plus de souplesse. Voilà. Et puis ensuite, en bout de chaîne, on propose forcément un outil de signature intégré qui va permettre de donner la même valeur juridique à la signature que dans les échanges papier. Voilà. Aujourd'hui, vous avez, pour ceux qui utilisent FAST Parapheur, la première utilisation, c'était une utilisation très verticale, très métier. Je donne par exemple, la signature des bordereaux, mandats et titres, où là, on est dans un vrai processus métier. Et donc ça, je dirais que c'était un premier usage du parapheur. Ensuite, il y a eu un second usage qui est plus un usage transverse, qu'on va appeler bureautique, et qui permet pour toutes vos organisations de remplacer vos parapheurs papier et d'utiliser les workflows que vous avez l'habitude d'utiliser en mode papier. Donc ça, on va dire que c'est de la signature interne. Et puis, on a eu une demande, et donc on a fait des développements pour répondre à cette demande de signature externe. Et là, ce sont des signataires qui ne sont pas intégrés à vos organisations, qui ne sont pas forcément équipés de certificats. Et donc, on propose des solutions et qu'on va vous présenter. Georges va décliner ces solutions-là dans quelques temps. Et c'est un élément qui permet, je dirais, d'avoir une approche globale parapheur transverse. Donc, ce que je vous propose, c'est de rappeler un petit peu qui nous sommes. Donc, on fait partie du groupe DocaPost. Donc, DocaPost, c'est la branche numérique du groupe La Poste. Et sa mission, c'est de prolonger dans le monde numérique la promesse de confiance qu'on donnait dans le monde physique. Donc, aujourd'hui, on a un certain nombre d'actifs dans le groupe et je vais vous mettre en avant peut-être les actifs sur lesquels on est interconnecté avec notre parapheur.
Alors, c'est Archineo, par exemple, qui permet de proposer donc en bout de chaîne d'un circuit le versement du document signé dans un coffre-fort électronique. Ensuite, Certinomis, qui est une autorité de certification qui permet donc de proposer tout type de certificats type RGS, 1 étoile, 2 étoiles. Ensuite, nous avons Meleva, qui est une plateforme de courrier qui va permettre, en bout de chaîne du parapheur, de déposer dans Meleva un courrier qui sera acheminé de façon électronique ou papier, ou en lettres recommandées toutes électroniques. Okay. Ensuite, on a le coffre-fort personnel DigiPost. Là, on est plus dans une dynamique de ressources humaines. Et l'application, c'est qu'on a la possibilité de verser, par exemple, pour un agent, les dossiers agents, qui seront le coffre-fort utilisé par l'agent, à la fois pour dans les relations avec vos organisations, mais aussi son coffre-fort pour son utilisation propre. Et puis ensuite, on a d'autres solutions qui sont Voxali, qui est un outil de vote électronique, qui est très utilisé par les collectivités. Index Éducation, qui propose, donc pour les parents, vous connaissez peut-être Pronote. Pronote aujourd'hui, c'est des millions d'utilisateurs. Et puis, dernièrement, on a intégré dans l'écosystème DocaPost AR24, qui permet de proposer de la lettre recommandée toute électronique. Voilà, donc il y a une vraie synergie, une vraie volonté de développer chez DocaPost une offre et Fast est porteur et à travers le parapheur, on va pouvoir vous permettre aux utilisateurs d'accéder à l'ensemble de ces services sans avoir une double saisie. Alors, Fast, vous nous connaissez depuis 2006, on était Caisse des dépôts, 2006. En 2016, on a été racheté par DocaPost, groupe La Poste. Aujourd'hui, on a 6500 clients qui sont à la fois, donc notre métier historique était un peu les collectivités territoriales, mais aujourd'hui, on est dans le monde de l'éducation, on est en fait dans le privé. Et donc, notre parapheur et nos services sont utilisés par différentes typologies de clients et on caractérise et on se bat pour proposer des offres qui soient simples d'usage. Je vous ai dit, même si derrière nos services, il y a de la technique et il y a du réglementaire, le vrai challenge, c'est de faire en sorte que les utilisateurs adoptent nos services et qu'il y ait une vraie facilité d'usage par rapport à ça. Voilà, donc notre positionnement, c'est le spécialiste de la transition digitale. Alors, la gamme de services, vous avez en vert tous les services qui sont un petit peu historiques et qui sont liés un peu à notre métier où on gère des flux normés. Donc, c'est les actes soumis au contrôle de légalité, c'est les données comptables qui sont transmises au trésorier payeur et qui sont signées avant. Donc, bien sûr, la signature électronique, l'archivage, j'ai parlé du coffre-fort électronique d'Archineo. Et puis, on a développé aussi des offres plus métiers. On a une offre qui est destinée aux familles, donc pour l'enfance et la petite enfance, donc, qui va permettre donc, aux familles d'interagir avec la collectivité. Et la collectivité va pouvoir gérer la relation avec la famille jusqu'à la facturation. On a donc une solution de cybersécurité, cyber-sauvegarde, qui va permettre, en cas d'attaque, de garantir que les données, certaines données corrompues, nous, on va vous permettre de retrouver des données qui ne seront pas corrompues, donc avec un système de sauvegarde intelligent. La gestion électronique de courrier, qui est un élément important et qu'on développe beaucoup aujourd'hui avec une vraie dynamique avec notre parapheur. Et puis, bien sûr, notre positionnement, c'est d'accompagner nos clients dans le conseil, dans le suivi de projet. Donc, on a un support qui est assez important pour permettre d'honorer nos engagements et de faire en sorte que les solutions soient très vite déployées et utilisées dans vos structures. Et puis une dernière chose, alors avec les difficultés qu'on a eues sur le Covid, on souhaite développer pour l'ensemble de nos services des applications de mobilité qui vont permettre pour un signataire, un valideur, d'accéder sur son smartphone ou sur une tablette à des solutions de signature
pour éviter de se déplacer et gagner du temps. Alors, donc là, on rentre dans le sujet avec FastParapher. Donc aujourd'hui, donc sur les 6500 clients, on a 650 donc clients qui sont publics, privés, avec 4 millions de documents signés par an. Et on développe aujourd'hui la signature OTP. Donc Georges va nous en parler juste après, avec 36 000 signatures. Donc il y a une vraie montée en puissance sur cet usage de signature dite externe. Alors, notre objectif, c'est de répondre à différents usages. Donc, je vous ai parlé des usages. En vert, donc tout ce qui est flux normé, donc la signature des bordereaux, Helios. Ensuite, les arrêtés, les PV, les délibérations. Et puis ensuite, on a élargi la signature au marché public, contrat de location, contrat vacataire, documents d'urbanisme, convention de stage, documents RH et courrier. Donc, voilà, l'idée, c'est, quel que soit le document à signer, FastParapher vous permet d'accéder à la signature. Alors, vous le savez, pour la plupart d'entre vous, les services FAS sont distribués en SaaS. Alors, SaaS, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que les portails d'accès à nos services, notre plateforme, nos applications, sont hébergés chez nous et le même service est disponible pour l'ensemble de nos clients, qu'il s'agisse d'une collectivité de 50 habitants jusqu'à un organisme qui va compter parfois plusieurs centaines d'utilisateurs. Alors, l'avantage d'une solution SaaS est double. Évidemment, en ce qui nous concerne, ça nous permet de déployer la solution plus facilement et de la maintenir plus facilement pour l'ensemble de nos clients. Et pour vous, évidemment, vous avez, avec une solution SaaS, moins de difficultés pour la partie supervision de l'application et vous n'avez pas besoin d'acquérir en fait des serveurs puisque c'est nous qui nous en occupons. Donc, toute la partie exploitation, supervision, c'est Fast qui s'en occupe à votre place. Alors, comme l'a dit Sylvain dans le slide précédent, les usages du Parapher sont nombreux et divers et variés. Et les documents qui sont versés dans le Parapher, on va trouver des documents juridiques, des documents comptables, des documents, des courriers, bref, beaucoup d'usages. On a compris, en analysant les données de nos utilisateurs, on a constaté que sur certains domaines, typiquement sur le flux Helios, on peut revenir au slide d'avant d'ailleurs, Sylvain, on peut revenir sur, voilà, sur certains sujets comme par exemple la comptabilité publique, on a constaté que 90% des documents qui étaient déposés dans le Parapher étaient en fait issus de logiciels métiers. Ce qui veut dire que, en alternative au portail web qu'on propose sur tous nos services, l'idée a germé chez nous de proposer une solution pour que l'ensemble des logiciels métiers qui vont venir déposer des documents dans le Parapher puissent communiquer avec notre Parapher de façon automatisée. Et ainsi, au sein de Fast, on a développé un service qu'on appelle le support éditeur, dont la mission principale est de déployer nos API d'échange, nos web services, d'accompagner nos différents partenaires, les éditeurs, dans l'intégration des web services pour pouvoir communiquer avec notre plateforme et avec notre Parapher. Par exemple, si on prend le domaine de la comptabilité et des finances, la comptabilité publique, on travaille au fil des dossiers, on a acquis une expérience et on a noué des relations avec certains éditeurs, typiquement Cyril, Exae, Cegid, Inetum, CGI, Berger-Levrault, avec lesquels on a pu mettre en place des connecteurs packagés. Alors évidemment, on ne s'interdit pas de travailler avec les autres éditeurs puisque nos API sont universels. Les web services qu'on propose sont universels. Il vous suffit de les récupérer chez nous, vous les installez, on vous accompagne pour le déploiement de ces API. Sur les autres domaines, typiquement l'urbanisme, on a travaillé avec des éditeurs comme CartADS d'Inetum ou encore avec Operis. On travaille énormément depuis maintenant
au moins 2 ou 3 ans avec les universités et on s'est aperçu que les universités, elles avaient tendance à utiliser à peu près les mêmes logiciels. Donc, on s'est rapproché de l'éditeur du logiciel qui s'appelle ExupStage et qui a un besoin de signature des conventions de stage de tous les étudiants. Donc là, on a monté un partenariat technique pour proposer un connecteur packagé. Sur le secteur de la GED et de la GEC, des gestions électroniques de courrier, là encore, on a développé des partenariats avec Marche Courrier, par exemple, ou encore avec M-Files ou Nuxeo. L'idée, c'est de proposer nos API, de proposer un partenariat et de manière à ce que les clients qui travaillent avec les éditeurs avec lesquels on a un partenariat puissent installer notre solution plus rapidement. Mais là encore, effectivement, aujourd'hui, on travaille avec au moins une 50aine d'éditeurs. Et chaque nouvel éditeur, chaque client qui arrive avec un éditeur qu'on ne connaît pas encore est le bienvenu et on l'accompagnera dans l'utilisation de nos web services. Alors, sur le slide suivant, il faut bien comprendre que les documents qui sont versés dans le parapheur, 9 fois sur 10, une fois que le document est signé, le document retourne à l'émetteur. Mais il existe des situations dans lesquelles le document signé doit être transmis à un organisme tierce ou un destinataire. Et donc, on a aussi construit des connecteurs vers l'extérieur. Alors, le connecteur le plus connu, c'est probablement le connecteur Helios. Donc, quand vous déposez un document signé dans le parapheur, vous déposez un document dans le parapheur, vous le signez, le parapheur est doté d'un module qui va vous permettre de transmettre le flux vers le comptable public. Dans la même démarche, on propose des connecteurs vers des solutions d'archivage. Tout à l'heure, Sylvain parlait du coffre-fort Archineo. Ça, c'est la solution native. Donc, tous les flux que vous avez signés, si vous souhaitez les archiver, vous pouvez les archiver directement dans le coffre-fort Archineo. C'est transparent. Mais on a mis en place depuis peu un connecteur vers le coffre-fort Digipost. Ça peut être intéressant quand sur un dossier, vous avez besoin d'archiver des données personnelles et donc de verser ces données dans le coffre-fort, par exemple, de vos agents ou de vos étudiants. On a une troisième solution d'archivage qui consiste à utiliser une solution d'archivage légal sur certains flux, comme le flux Helios ou encore le flux de contrôle de légalité. Les flux sont normés. Si vous voulez faire de l'archivage, vous devez respecter certaines règles et donc faire de l'archivage CEDA. On a donc développé un connecteur qui va du parapheur vers cette solution d'archivage. Et puis après, au sein de Docapos, vous le savez, on l'a vu tout à l'heure, vous avez des briques techniques qui sont intéressantes pour un parapheur. Et donc, on essaye de travailler avec Meleva, évidemment, avec AR24 pour construire des connecteurs de manière à ce que notre solution de parapheur électronique puisse discuter et puisse offrir les services d'autres entités de Docapos pour nos clients. Alors, sur le slide suivant, les niveaux de signature. Oui, alors c'était important pour nous, lors de ce webinaire, de revenir un petit peu sur la signature globale et sur le EDAS. Vous le savez sûrement, EDAS est arrivé depuis 2016. EDAS, c'est l'organisme qui va dresser les règles sur la signature électronique. C'est l'organisme qui régit la signature électronique en Europe et qui a pris le relais du RGS. EDAS a défini 3 niveaux de signature et il nous semble important pour nous de vous repréciser que nos solutions, notre parapheur électronique couvre en fait les 3 niveaux de signature. Alors, très rapidement, comment on distingue les niveaux de signature? 3 niveaux de signature. Le premier niveau, le niveau simple, aucune exigence particulière en fait sur la signature simple. Pourquoi? C'est d'un point de vue réglementaire. EDAS nous dit une signature simple, c'est une signature qui n'est ni avancée ni qualifiée. Bon. Alors, au sein de FAST, parmi nos solutions, on va proposer la signature simple au travers notre visa
électronique ou à travers la signature serveur que l'on peut utiliser pour apposer notamment un cachet serveur sur les documents. En général, cette signature, on s'en rend compte parmi nos clients, va être utilisée pour des documents qui n'ont pas une valeur juridique forte. Donc, on s'est aperçu que nos clients l'utilisaient, cette signature, pour la signature de facture, par exemple. Ensuite, vous avez la signature avancée. La signature avancée, elle se distingue de la signature simple par le fait que le lien doit être fort entre l'auteur de la signature et le document électronique. En clair, il faut valider l'identité du signataire. Au niveau de FAST, on délivre cette signature avancée selon deux modes très distincts. Le premier, le plus répandu, et le mode historique, c'est le certificat RGS une étoile, c'est-à-dire de certificat logiciel. Inconvénient, vous devez forcément posséder ce certificat pour signer votre document. Et puis le deuxième mode, on en a parlé brièvement tout à l'heure et on va le développer dans les prochains slides, c'est la signature OTP. OTP pour One Time Password. Vous allez signer non plus avec un certificat, mais avec un code de signature à usage unique. Dans la pratique, nos clients vont utiliser cette solution pour signer les bordereaux comptables. Là, c'est une obligation. Mais peuvent l'utiliser également pour signer des bons de commande. C'est un usage très, très fréquent depuis, on va dire, 2 ou 3 ans. Et puis, vous avez en fait le dernier niveau qui est la signature qualifiée, qui se distingue de la signature avancée dans la mesure où le contrôle de l'identité du signataire doit être fait en amont et en face à face. Et au moment de ce contrôle, un token de signature est remis au signataire et c'est ce token qui va être utilisé au moment de la signature. Dans la pratique, nos clients utilisent une clé cryptographique RGS 2 étoiles et qui leur a été remise par leur autorité de certification en face à face. Ce niveau de sécurité, il est utilisé pour la signature de marché public. Bon, en général, c'est pour la signature de l'acte d'engagement, de la lettre de refus ou de la lettre de notification. Et il y a un texte qui décrit cette réglementation. Il y a un décret qui est sorti en 2018. Voilà. On peut aussi retrouver de la signature qualifiée pour les actes notariés ou les actes d'avocat. Alors, dans les slides suivants, on va revenir sur l'OTP. Alors, l'OTP, on pratique l'OTP parmi les services FAS qu'on propose depuis déjà plusieurs années, mais notre offre s'est enrichie récemment et vous allez comprendre pourquoi. OTP, on l'a dit, One Time Password. Ce mode de signature, il est intéressant lorsque vous avez un besoin de signature qui va être manifesté par un grand nombre de signataires, que ce soit des signataires internes ou externes d'ailleurs. Mais si dans un circuit, vous allez déposer des documents et que vous avez beaucoup de signataires, la signature OTP va s'imposer parce qu'elle n'implique pas que le signataire soit doté d'une signature, et elle n'implique pas que le signataire soit un utilisateur du parapheur. Donc, c'est très simple pour le signataire d'utiliser ce mode-là. Alors, le processus est relativement simple. On a pris, pour illustrer, pour que vous compreniez bien, l'exemple d'un client, Emmaüs Habitat, qui va, lors des comités d'attribution de logement, va signer des documents et va demander surtout à des signataires externes, donc les représentants des locataires ou le représentant des collectivités, de signer des documents et en général, ça se fait à distance. Donc, le processus, je suis agent d'Emmaüs Habitat. Je vais aller déposer un document dans le parapheur. Moi, je suis client du parapheur, j'ai un compte agent, je dépose le document. Je vais ensuite renseigner les coordonnées qui vont me permettre d'adresser le document aux différents signataires. Mais attention, ces signataires sont des signataires externes. Ils n'ont pas d'accès au parapheur et ils n'ont pas de certificat. Une fois que cette étape est réalisée, un mail va être envoyé automatiquement aux différents signataires externes et chaque signataire externe va pouvoir cliquer sur ce lien et au moment où le signataire externe clique sur le lien, le document s'affiche. Le document est consulté et lorsque le signataire souhaite signer le document, il clique sur signer et à ce moment-là, un code SMS lui est remis. Alors ce code, il est exclusivement envoyé pour une signature, il a une durée de vie réduite
dans le temps. Lorsque le code est saisi, si le code est correct, la signature va être effectuée. Et donc, la signature est effectuée et c'est une signature serveur qui va être réalisée. Donc, on est bien dans une signature électronique, on a bien identifié le signataire, c'est bien une signature avancée et c'est un cachet serveur qui va être apposé sur le document. Donc, je rappelle, dans ce mode-là, pas d'outil de signature à installer pour le signataire externe, pas de certificat, pas d'accès au parapheur. Il me faut une connexion Internet et une messagerie pour recevoir mon lien et en général, un portable pour recevoir le code de signature. Sur le slide suivant, on va vous présenter une OTP renforcée. Donc là, on a vu l'OTP, on va dire, standard. Depuis quelques mois, on a travaillé en étroite collaboration avec les gens de Contralia, qui est une business unit de DocaPost, puisque sur certains dossiers, l'OTP qu'on présentait était insuffisante. Certains clients nous demandaient que soit ajoutée une vérification un petit peu plus poussée de l'identité du signataire. Et auquel cas, on a travaillé avec Contralia et avec notamment le module ID 360 et vous allez comprendre la différence. Alors, dans le processus, on retrouve les mêmes étapes. Les premières étapes sont les mêmes. Je suis client face, donc là on a pris l'exemple du Muséum national d'histoire naturelle. Je me connecte au parapheur, je dépose les documents à signer, je renseigne les métadonnées des destinataires, des futurs signataires. Et chaque signataire reçoit une alerte, un mail, dans lequel se trouve un lien pour consulter le document. Une fois que je clique sur le lien, la différence par rapport à l'OTP standard, le signataire va arriver sur la page de connexion d'ID 360. Et ID 360 va lui demander de s'authentifier, dans l'idée de vérifier son identité. Le signataire doit alors déposer sa carte d'identité ou son passeport, et ID 360 va faire une vérification de la validité de la carte d'identité et vérifier que les données à l'intérieur de la carte d'identité correspondent au formulaire, aux données qui sont renseignées dans le formulaire par le client. Si c'est OK, le signataire va pouvoir consulter le document, puis signer le document. Lorsqu'il signe, il appuie donc sur signer, il reçoit un code de signature OTP, donc sur son portable, et va pouvoir signer le document. Là encore, différence par rapport à l'OTP standard, c'est que quand il exécute la signature, il y a un certificat à son nom qui va être généré à la volée dans le cloud et qui va être utilisé pour exécuter la signature électronique. Si bien que dans le panneau de signature du document, il y a le nom et le prénom du signataire qui va apparaître. On n'est plus sur une signature cachée serveur, on est sur une signature avec un certificat individuel. Donc là encore, pour le signataire externe, pas d'outil particulier. Il a besoin de sa carte d'identité, d'une connexion Internet et d'un téléphone pour recevoir son code. Sa carte d'identité est contrôlée et un certificat est généré à la volée. Voilà ce qu'on peut dire sur l'OTP. Et il faut bien comprendre que, Sylvain l'a dit, mais c'est une réalité, l'OTP, il y a 2 ans, on n'entendait pas parler. Nos clients n'étaient pas intéressés et faisaient de la signature uniquement avec des certificats individuels. Depuis 2 ans, l'OTP standard se développe et pour certains usages, l'OTP est renforcé. On est au début de l'histoire, mais nos clients nous sollicitent sur ces OTP renforcés. Voilà. Alors ensuite, on ne voulait pas vous quitter sans vous montrer notre nouvelle interface. Alors, l'idée, pour que vous compreniez bien, et ne soyez pas inquiets surtout,
dans les partenaires, sur un des slides qu'a présenté Sylvain, il a parlé de Pollux, qui est une entité de DocaPost spécialiste en design des applications web. Et on s'est rapproché de Pollux il y a déjà plusieurs mois pour revoir un petit peu nos IHM. Vous savez que le parapheur électronique, le premier parapheur, la première version, elle est née chez nous en 2011. Donc ça date un peu. Et on a certains clients qui nous ont dit que nos interfaces étaient parfois un peu vieillottes. Le service marche bien, mais l'interface était perfectible. Donc, dans un premier temps, on a choisi de modifier, de faire évoluer l'ergonomie. Mais rassurez-vous, l'idée n'est pas de vous perturber, on n'ajoute pas de fonctionnalité et vous allez retrouver vos petits, si je puis dire. L'idée, c'est vraiment d'utiliser les standards techniques et ergonomiques actuels pour améliorer la navigation de nos utilisateurs lorsqu'ils sont sur le parapheur. Alors, on va vous montrer les trois écrans principaux. Donc là, vous êtes sur la page de dépôt. Vous voyez, vous êtes a priori pas perdu. La page de dépôt, elle est assez proche de la page de dépôt actuelle. Simplement, on a essayé d'épurer un petit peu l'interface et notamment, on a essayé de mettre en valeur les actions faisable sur cette page. Donc la page de dépôt, c'est très simple, c'est la page qui vous permet, si vous n'êtes pas en web service, de déposer vos documents. Et on a ajouté un petit encart qui va vous permettre de déposer les documents en drag and drop, par exemple. Alors ensuite, sur la deuxième slide, on a le tableau de suivi. Le tableau de suivi, là encore, vous allez retrouver vos habitudes. On est sur un affichage par circuit. L'idée, ça a été de mettre l'accent sur le circuit actif et de faire ressortir les boutons qui vont vous permettre d'effectuer les opérations principales. Typiquement, pour un signataire, le bouton principal, c'est de signer. Donc, il faut qu'il ressorte sur l'interface. Vraiment, hein, c'est les ergonomes qui nous ont aidés à construire ces nouveaux écrans ont eu pour objectif de simplifier la vie de nos utilisateurs. Sur le dernier slide, on a la page qui affiche le document. Donc, très, très simple, mais dans la page actuelle, si vous vous souvenez bien, la fenêtre qui permet d'afficher le document n'est pas assez grande. L'idée dans cet écran, c'est d'exploiter la taille de la fenêtre parce que l'objectif de cette page, là, c'est le signataire, c'est de pouvoir consulter le document, de scroller le moins possible, d'avoir une vue globale du document pour pouvoir signer plus facilement. On va aussi retravailler sur le petit train qui vous permet de voir dans quel état votre document est. Alors, cette nouvelle ergonomie, elle sera disponible en fin d'année. Rassurez-vous, on a prévu une période pendant laquelle vous pourrez, en avant-première, tester cette nouvelle interface. On va la mettre en ligne sur notre environnement de démonstration, probablement aux alentours du 15 octobre, si bien que pour ceux qui le souhaiteront, vous pourrez accéder à la solution en avant-première avant que la solution soit mise en production. Évidemment, on vous accompagnera si besoin, mais là encore, il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités. A priori, il n'y a pas de formation nécessaire pour utiliser le parapheur. Vous retrouverez vos habitudes. Voilà. Okay. Merci. Donc là, vous avez également vos contacts de proximité. Donc, je pense que ce sont des visages que vous avez l'habitude de voir. Donc, on a une organisation où on est répartis de façon régionale. Et donc là, l'idée, c'était d'entamer un petit peu faire un peu une synthèse des questions qui étaient posées. Et Georges, en fait, les questions, c'est beaucoup lié à la signature. Et on sent que d'une entité à l'autre, il y a des services juridiques qui n'ont pas forcément le même retour sur est-ce que je dois signer tel document avec un RGS 2 étoiles. Voilà, c'est une difficulté pour nos utilisateurs d'y voir clair. Donc, je pense que nous, c'est un petit peu le positionnement qu'on doit avoir vis-à-vis de vous, clients, c'est que on est référent sur ces domaines-là et on doit vous fournir des éléments qui vous permettent éventuellement de nous mettre en relation avec vos services juridiques pour qu'on arrive à bien clarifier tout ça, parce que c'est vrai que là, on parle de signature OTP. C'est comme dit Georges,
c'est un usage qui est un peu nouveau. Et donc, c'est parfois compliqué pour un service juridique de se faire une religion par rapport à ces sujets-là. Alors, il y avait une question genre sur la possibilité sur un même document d'apposer plusieurs signatures. Donc ça, on aime bien. Voilà. Et également, est-ce que c'est possible de mélanger sur ce même document une signature OTP, une signature RGS voilà. Bien sûr. Bien sûr. Alors, le parapheur, depuis qu'il existe, a toujours proposé de multiplier les signatures dans un circuit. Donc, vous pouvez très bien imaginer déclarer un circuit, configurer un circuit avec une étape de visa, 2 étapes de visa, puis ensuite, peut-être 1, 2, 3 étapes de signature. Ça ne pose aucun problème, sachant que vous pouvez personnaliser chaque signature. Chaque signature aura un pictogramme associé. Donc ça, c'est tout à fait possible. Ensuite, sur un même certificat, sur un même circuit, vous pouvez alterner signature OTP, signature classique avec certificat RGS, par exemple. On peut vraiment si on reprend tous les niveaux de signature qu'on a présentés dans le slide, en réalité, sur un même circuit, vous pouvez proposer des étapes avec une brique de signature avancée, une brique de signature qualifiée, une brique de signature simple. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. On est en train d'ailleurs de travailler sur une évolution qui va permettre de fluidifier ces circuits qui comprennent plusieurs étapes de signature, dans la mesure où on va proposer la signature en parallèle. Vous le savez, aujourd'hui, notre parapheur ne propose que de la signature en série, c'est-à-dire que si vous avez 3 étapes de signature, le signataire numéro 3 devra attendre que le signataire 1 et le signataire 2 aient signé le document. Demain, dans la version 15 du parapheur, 4.15 du parapheur, vous aurez la possibilité, si vous êtes signataire 3 par exemple, de signer avant le signataire 1 ou le signataire 2. On peut configurer des circuits avec des étapes en parallèle. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Oui, je pense, Georges. Ensuite, il y a une question, c'est la signature des PJ. À quand la signature des PJ? Oui, alors, ça, effectivement, c'est une demande qui revient de temps en temps, donc il va falloir qu'on s'en préoccupe. Aujourd'hui, dans le parapheur, seul le document principal est signé. La PJ est considérée comme un élément qui va aider au raisonnement et qui va permettre de signer le document principal, mais on ne permet pas de signer la PJ pour des raisons historiques en fait. Mais c'est une demande qui apparaît de plus en plus, donc on va réfléchir à la solution, sachant que d'un point de vue technique, signer une PJ ou signer le document principal, c'est la même chose. Donc c'est ni plus ni moins qu'ajouter le bouton signer sur la PJ ou quand on appuie juste sur le bouton signer, on signe à la fois le document et le PJ. Techniquement, c'est assez simple à faire. Ça nécessite une petite modification de l'IHM, mais c'est quelque chose, c'est une évolution à laquelle on réfléchit depuis plusieurs mois maintenant et on ne l'a pas encore intégré dans la roadmap, mais ça sera bientôt à l'ordre du jour, on vous tiendra au courant. Ok, Georges, une question pour te faire plaisir. Signer un doc à plusieurs endroits. Oui. Alors, vous savez que si vous voulez signer un document dans le parapheur, vous avez plusieurs façons de positionner le pictogramme de signature dans le document. Alors, comprenez bien que le pictogramme de signature, c'est pas lui qui a une valeur légale. En réalité, le document, il est signé électroniquement. La signature, c'est une suite de caractères et c'est imbriqué dans le document. C'est ça qui a de la valeur. Mais c'est vrai que nos utilisateurs aiment bien illustrer cette signature via le pictogramme. Donc, c'est une fonctionnalité qu'on a développée et qu'on continue d'améliorer. Pour positionner le pictogramme dans le parapheur, et notamment quand vous avez des étapes avec des circuits avec 2 ou 3 signatures, il est important que vous puissiez positionner les pictogrammes dans le document à votre guise, que les pictogrammes ne se chevauchent pas, que vous n'ayez pas un pictogramme sur du texte, par exemple. Donc, vous avez plusieurs façons pour positionner ce pictogramme. Soit vous pouvez le faire par défaut. Ça peut être utile quand vous allez signer des documents qui sont normés. Quand vous faites de la signature de bons de commande, si vos bons de commande sont toujours structurés pareil, vous savez que la signature doit apparaître sur la page 2 en haut à droite. Vous pouvez faire
une configuration par défaut. Donc, c'est l'administrateur qui va aller positionner, qui va aller mettre les coordonnées du pictogramme pour ce circuit, et tous les documents qui seront déposés dans ce circuit se verront apposer un pictogramme à cet endroit-là. Ensuite, vous avez un deuxième mode qui consiste à positionner le pictogramme à la volée. Vous allez déposer le document, et en fait, l'utilisateur, que ce soit l'agent, que ce soit un valideur ou un signataire, a la possibilité de positionner le pictogramme au moment ou juste avant la signature. Et il a un petit aperçu qui lui permet de voir où le pictogramme apparaîtra sur le document. Puis ensuite, vous avez un troisième mode qui va être adapté au mode industriel quand vous avez énormément de documents à signer. Et quand vous avez, surtout, on en parlait tout à l'heure, quand vous avez un logiciel qui génère les documents à signer et qui les transmet automatiquement dans le parapheur, vous allez pouvoir apposer ce qu'on appelle, nous, un tag de signature. L'idée, c'est que dans le document à signer, vous ayez quelque part, à l'endroit où vous voulez voir apposer le pictogramme de signature, vous ayez installé, vous avez défini un pictogramme de signature, ça peut être une chaîne de caractères, par exemple. Alors, nous, on utilise souvent la chaîne de caractères dièse, signature dièse. Donc, elle se retrouve dans le document à l'endroit voulu. Quand le parapheur réceptionne le document, au moment de la signature, il détecte le tag de signature et il va aller apposer le pictogramme sur le tag. Donc, ça permet un positionnement finalement automatique et c'est très utile quand vous avez interfacé votre parapheur avec un logiciel de bon de commande, par exemple. Ok, on a une question sur, en cas de recours, quels sont les éléments de preuve qu'on met à la disposition de nos utilisateurs? Alors, comme j'ai eu le temps de regarder, je vais afficher un document qui est disponible depuis l'interface parapheur. Alors, hop. Ok, alors effectivement, le dossier de preuve, c'est quelque chose d'important. Vous savez, nous, historiquement, on a travaillé sur la signature de flux comptable. Et la signature de flux comptable, elle est normée. Vous avez une signature XML qui va être encapsulée dans le document et elle est dans un endroit bien précis. Donc, en réalité, on suit les règles qui sont édictées par le ministère. C'est très clair. Alors là, Sylvain, on ne voit pas le dossier de preuve. Hein. Non, mais je suis en train de le… Mais avec les nouveaux usages, donc typiquement, tout ce qui est phase parapheur bureautique. Donc, si vous avez besoin de signer un document de RH, un contrat, la signature en soi et le niveau de sécurité, le niveau d'exigence, la valeur juridique de la signature, elle est plus difficile à établir dans la mesure où il n'y a pas un organisme qui nous dit comment faire. Est-ce qu'il faut un RGS 1 étoile, un RGS 2 étoiles? Est-ce que l'OTP convient pas? Et donc, il a été primordial pour nous d'ajouter à la signature électronique et aux documents signés qu'on met à disposition du client, d'ajouter un dossier de preuve dans lequel on va essayer de renseigner un maximum d'informations qui vont permettre de garantir à l'utilisateur certaines choses. On va garantir, alors on va dans ce dossier de preuve, on va reprendre toutes les données liées au document. Donc, dans quel circuit a été déposé ce document, toutes les données de traçabilité, donc à quelle heure, par quelle personne, et on va y faire figurer l'empreinte de ce document, ce qui permet de garantir son intégrité. Ensuite, on va ajouter toutes les informations liées au certificat. Voilà, le dossier de preuve apparaît. Donc là, c'est ce que je disais, on a les métadonnées, on a les informations sur la date de versement dans la solution et le circuit utilisé. Ensuite, on va avoir des informations plus précises sur le document. De quel format s'agit-il? Quel est le nom de document? Quelle est son empreinte? Et quel est le format de signature qui a été exécuté? Ensuite, on va avoir les données sur le certificat lui-même, sur la signature électronique. Quel algorithme a été utilisé? Quel certificat a été utilisé? Quelle est l'autorité de certification qui a délivré ce certificat? Ce certificat était-il valide? Il est valide jusqu'à quand? Donc, on a ces informations-là. Et ensuite, on retrouve éventuellement alors tout ce qui est métadonnées. C'est-à-dire, est-ce que ce document avait des pièces justificatives? Est-ce qu'il y a des notes qui ont été associées à ce document? Est-ce qu'il y a des métadonnées qui ont été associées à ce document? Typiquement, pour un bon de commande, ça peut être le montant du bon de commande, par exemple. Et puis, à la fin,
de ce dossier de preuve, on retrouve les traces d'audit, c'est-à-dire qu'on a historisé chaque action qui a été réalisée sur le document et on a identifié l'auteur de l'action et chaque action est horodatée. Donc, ce dossier de preuve, il accompagne le document pendant toute sa vie dans le parapheur. Vous pouvez le récupérer à chaque étape, mais vous pouvez aussi le recevoir par mail. Ok. Alors, Georges, il y a beaucoup de questions par rapport au type de document et est-ce que voilà, l'OTP est valable, etc. Donc, je pense qu'en fait, il faudrait que nous, on reprenne l'ensemble de ces questions et qu'on y réponde point par point plus tard, parce que ça risque d'être un peu fastidieux. Et puis, c'est des questions un peu très spécifiques d'un utilisateur par rapport à un autre. Voilà, moi, ce que je vous propose, c'est que on s'était engagé sur 45 minutes, donc on tient le temps. Donc, n'hésitez pas pour visualiser un petit peu l'ensemble de nos services. Vous avez donc notre site internet qui est Face DocaPost. Ensuite, on a une newsletter qui est tous les 2 mois. Donc, normalement, vous êtes destinataire de cette newsletter et on va vous informer, et notamment par rapport aux évolutions du parapheur. Bien sûr, on est présent sur LinkedIn, YouTube et Twitter. Et puis, voilà, vous recevrez le replay par la plateforme Webikeo qui sera disponible jusqu'à la fin de l'année. Et puis, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Vos contacts de proximité, je vous les présente, donc vous les connaissez, je vous les ai présentés. Si vous souhaitez avoir des informations par rapport au lifting qu'on a fait sur le parapheur, voilà, Georges, je crois qu'il vous a, j'espère, rassuré sur le fait que pour les utilisateurs, franchement, il n'y avait pas d'évolution. C'est plutôt sur le visuel, sur des couleurs, sur l'ergonomie un petit peu plus agréable, je dirais, à utiliser. Mais je dirais qu'il n'y aura pas forcément beaucoup de changements sur les fonctionnalités. Vos utilisateurs resteront sur un niveau d'usage qu'ils ont l'habitude de voir avec Face Parapheur. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est on se retrouvera sur d'autres sujets parce qu'on a fait quelques webinaires depuis fin 2023 et 2024. Et je pense que c'est fin 2022-2023. Et puis, on va continuer en 2024. Voilà. L'idée, c'est de travailler sur des points un peu spécifiques, vous apporter un petit peu des évolutions, des éléments d'évolution par rapport à nos services. Voilà, donc n'hésitez pas sur le parapheur, si vous avez des questions, vous avez vos contacts et on est bien sûr là pour y répondre. Donc merci à vous et puis à très bientôt. Merci Georges. Merci, au revoir.